Bonjour et bienvenue au 9e épisode du balado Affaires d'État des collines aux tribunaux, le balado du programme de droit et politique appliquée de l'État de l'Université de Sherbrooke. Je me nomme Hugo, je suis un étudiant en 3e année au baccalauréat en droit sciences de la vie de l'Université de Sherbrooke et je suis accompagné de Léa Frey, étudiante en maîtrise stage à l'École de politique appliquée, également à l'Université de Sherbrooke. Nous tenons à remercier d'ailleurs Maître Côté, docteur en droit et recherché de cours à forfait au bac en droit, ainsi qu'au cycle supérieur de l'Université de Sherbrooke pour nous permettre de réaliser cette entrevue. Désormais avocat, Oui. premier Oui. procureur en chef de l'histoire de Oui. droit collectif Québec. Oui, il fallait le mentionner. Alors, sans plus attendre, nous souhaitons la bienvenue à notre invité, M. Étienne Alexis Boucher, directeur général de l'organisme Droit collectif Québec. C'est un honneur et un privilège de vous recevoir en studio pour notre balado-diffusion et nous croyons que notre discussion saura intéresser plusieurs auditeurs provenant tant du milieu juridique que du milieu politique. Tout l'honneur est pour moi. Merci beaucoup pour l'invitation. Donc, nous allons passer à des questions plutôt générales au tout début. La première question que j'ai à vous poser: l'organisme Droit collectif Québec a pour mission de contribuer à la défense des droits collectifs des Québécois, notamment par une mobilisation sociale, des initiatives à l'éducation populaire ou encore en participant à des forums de consultation auprès de la Chambre des communes et de l'Assemblée nationale du Québec. Qu'est-ce qui vous a amené à devenir directeur général de cet organisme? C'est une bonne question. Je la pose souvent en entrevue lorsqu'on veut embaucher là, pour un poste en particulier. Là, qu'est-ce qui ferait en sorte que... Comment justifier votre intérêt pour le poste en fonction de votre cheminement professionnel? C'est un très long cheminement. Je m'implique en politique active depuis maintenant plus de 20 ans. J'ai commencé en 2003 comme attaché politique. J'ai occupé toutes sortes de fonctions, conseiller. J'ai même eu le privilège d'être élu à l'Assemblée nationale entre 2008 et 2012. Dans le fond, qu'est-ce qui m'a amené à être DG de Droit collectif Québec? La première question, c'est qu'est-ce qui m'a amené à créer, à fonder Droit collectif Québec, alors que, puis on va, je pense, en parler un peu plus loin dans l'entrevue, dans le fond, tout au long de ce parcours professionnel est arrivé tout un ensemble de situations, d'expériences qui m'ont amené à être convaincu qu'il y avait un manque au niveau de la société civile et de l'absence d'un organisme issu de celle-ci, donc un organisme non partisan qui pourrait être financé par l'État québécois, mais qui reste quand même complètement indépendant et autonome, qui serait en mesure d'apporter une expertise judiciaire, politique, aux différents débats qui ont cours dans notre société, mais aussi, à quelque part, m'inspirant d'autres organismes qui, eux, ont souvent utilisé la carte des tribunaux pour faire, oui, défendre des droits individuels, mais qui souvent, disons, rayonnaient sur l'ensemble d'une communauté. Et je pense comme, par exemple, aux Anglo-Québécois. Ces gens-là, il fallait s'inspirer d'eux. Il y avait une véritable, comment dire... Un véritable besoin chez eux de défendre leurs droits linguistiques. Et j'ai pensé que la société civile devait se doter d'un organisme et qui, lui, serait plutôt consacré à défendre les droits linguistiques de la minorité francophone que nous sommes en Amérique. Alors, c'est un peu cette longue réflexion qui m'a amené à fonder l'organisme en 2019 en compagnie de Maître Côté et de Maître Guillaume Rousseau, qui est aussi professeur là, à la faculté de droit de l'Université de Sherbrooke. Et, en ayant présidé à sa fondation, on a commencé à le développer avec pas d'argent. Dans ce temps-là, c'est quoi? C'est bénévole. Donc, à titre de président, j'ai un peu pris par la bande les responsabilités liées à ce qu'on appelle une direction générale. Et lorsque, finalement, l'organisme a bénéficié de certains moyens, c'était comme tout à fait naturel pour le CA de me confier cette responsabilité. C'est vraiment intéressant, surtout le fait que c'est pas juste au Québec, au Canada, c'est vraiment en Amérique du Nord. La minorité en Amérique du Nord, le français, il y en a pas mal juste au Québec puis en Louisiane. Vous savez, c'est une des plus grandes victoires, entre guillemets, des adversaires de la langue française, de l'imposition d'une certaine vision du vivre ensemble, inspirée des institutions britanniques, de la Commune Law, d'un paquet d'affaires, et de nous faire croire, à nous francophones, que nous formons une majorité au Québec. Je veux dire, puis on l'a intégré, hein?
Et donc, les lois que l'on adopte pour protéger, par exemple, la langue, ben, c'est des lois qui peuvent, dans le fond, c'est des lois votées par la majorité pour ostraciser les minorités. Mais c'est complètement absurde lorsque tu réalises la réalité de la situation des francophones d'Amérique. Écoutez, sur 8-9 millions, on est 8-9 millions sur plus de près de 350 millions de locuteurs. Tu sais, fait qu'à un moment donné, non, nous ne sommes pas une majorité, en dépit du fait que sur un territoire donné, celui du Québec, effectivement, le français est plus utile, ou plutôt c'est le seul lieu en Amérique où le français a une chance de vivre puisqu'il est utile. Tu sais. Vous avez mentionné que vous étiez député pour le Parti québécois. Vous avez ensuite, avant cela, vous aviez étudié en sciences politiques à l'université. Qu'est-ce qui, dans le fond, comment expliquer votre intérêt pour la défense collective des droits? Ben, malgré que vous avez votre parcours en politique, puis là, c'est comme plus vers le côté juridique. Ouais. Qu'est-ce qui a influencé cet intérêt-là? Bien, d'abord, qu'est-ce que le politique? C'est une bonne question à poser. On sait c'est quoi la politique, entre guillemets, les partis politiques, la ligne de parti, les machins, là, la pratique. Mais le concept même du politique, c'est le vivre ensemble. Alors que nous sommes des individus qui avons des besoins intrinsèques et très personnels qui doivent être répondus à tous les jours. Je dois manger à tous les jours, je dois me vêtir à tous les jours. Bien, on vit en troupeau. Hein, on n'est pas tout seul dans le bois. On est dans un clan de 5 personnes au niveau de la famille. On est une trentaine si on inclut les cousins. Puis après ça, on est 160 000 à Sherbrooke. Puis on est 8 millions au Québec. Puis il y a des nations, des groupes qui sont 350 millions de communautés. Alors, le politique, c'est quelles sont les règles, et quelles sont les lois, quels sont les principes qu'on se donne pour que tous ces individus-là égoïstes puissent quand même bien fonctionner ensemble sans s'entre-déchirer, parce qu'on est une communauté. Alors, évidemment, la première pensée qu'on a lorsqu'on veut influencer le vivre ensemble, c'est l'implication politique. Pourquoi? Ben, parce que l'État québécois, ou l'État, le législatif, a le pouvoir d'écrire les lois. Or, comme levier de transformation sociale, la loi, c'est quand même extraordinairement puissant comme outil. On le reconnaît. Et lorsque tu es un gouvernement, ben là, tu as l'occasion de le vivre, de l'exécuter. Tu as donc nécessairement une influence, surtout dans un système comme le nôtre qui, évidemment, favorise l'exécutif, où le législatif n'est à peu près que, la chambre d'enregistrement de ce que veut faire l'exécutif. L'autre pouvoir, par contre, le judiciaire, lui, on n'en a pas encore parlé. Or, avec le temps, je me suis rendu compte de l'importance du pouvoir judiciaire dans la définition du vivre ensemble, justement, alors que depuis... Évidemment, l'histoire, depuis tout temps, là, dès qu'il y a eu ce qu'on appelle une patente nommée Canada, puis avec une loi constitutionnelle et tout ça, les tribunaux ont pris de l'importance. Mais on n'a pas compris, nous, francophones, l'importance qu'ils ont, alors que dans un contexte de construction du nation building canadien, puis d'existence de la nation québécoise, et que malheureusement, le Canada a décidé qu'il ne pouvait pas se développer, il ne pouvait pas se construire sans anéantir l'identité indépendante ou l'identité autre qu'est celle québécoise, alors que tous les pays n'ont pas fait ça. Là. Il y a des pays multinationaux qui n'ont pas besoin, qui acceptent des identités multiples en leur sein sans leur faire une guerre culturelle ou autre. Là, donc, c'est vraiment... et les tribunaux, c'est la carte préférée du régime canadien pour faire rentrer le Québec dans le rang. On l'a vu avec le rapatriement de la Constitution, avec le charcutage de la langue française. On va en reparler. Donc, le fait de... Pourquoi je me suis intéressé au judiciaire, c'est parce qu'on se doit d'être intéressé au judiciaire, considérant l'importance qu'il a dans notre société. Et c'est cette approche au niveau des droits collectifs que vous avez, c'est vraiment c'est concrètement en lien avec votre expérience que vous avez eue en politique, dans le fond. Ça l'a fait partie de la réflexion. Hein. On disait en début juste avant que l'entrevue commence, une des raisons qui a justifié, qui rendait logique et légitime la création de Droits collectifs Québec, à mes yeux, c'est la nécessité d'avoir un organisme possédant une expertise juridique qui pouvait donc impacter sur le cours des choses, sur les décideurs et les décideuses, par exemple à travers des consultations publiques ou des commissions parlementaires, déposer des mémoires dans le cadre de l'étude de tel projet de loi, puis voire même être invité. Droit collectif Québec, mardi prochain, 15h15, nous sommes en commission parlementaire pour discuter du projet de loi 52 qui vise à renouveler la clause de souveraineté parlementaire sur la question de la loi 21. Par contre, contrairement au barreau,
qui est animé par certaines valeurs qu'il cache, mais qui manifestement sont très présentes, alors que, je rappelle l'épisode de 2017 où les barreaux du Québec et de Montréal poursuivent l'État québécois puisque son processus d'adoption des lois n'est pas entièrement bilingue, sans se rendre compte qu'ils visaient à suspendre la loi qu'ils les créaient eux-mêmes, la loi sur le barreau. C'était comme très, très gros. Et là, je me suis dit non. Ça prend un organisme qui possède une expertise juridique, mais qui est animé par d'autres valeurs, que des valeurs liées au bien collectif, tout ça, et qui, éventuellement aussi, pourrait développer la capacité d'intervenir dans les tribunaux. Parce que lorsque le politique, évidemment, on est dans une société démocratique, il y a des intérêts divergents qui s'expriment, voire se confrontent, et la première étape pour trouver un compromis, c'est le politique. Mais lorsque le politique n'est pas suffisant, lorsque les intérêts sont trop divergents, lorsque les gens ne réussissent pas à s'entendre, l'étape d'avant se taper sur la marboulette, c'est quoi? C'est les tribunaux. C'est de dire, très bien, on ne s'entend pas, on va demander à une personne indépendante de trancher. T'sais, mais cette capacité d'intervenir, d'élever le niveau de contrainte vis-à-vis de la partie adverse, très peu de gens ont cette capacité-là, étant donné le coût astronomique des démarches, des procédures judiciaires. Donc, il y a là un peu de magie pour Droit collectif Québec qui va venir appuyer son discours et sa capacité à influencer les choses, puisqu'il a la capacité d'élever son niveau de contrainte en poursuivant les parties concernées. Oui, puis on peut aussi voir sur votre site Internet que vous avez déjà intervenu... Ouais. Vous avez déjà intervenu à quelques reprises devant les tribunaux, puis vous avez déjà impliqué dans plusieurs cas. Oui, toutes sortes de causes. Il y en a d'autres qui s'en viennent, là, mais effectivement, puis tu sais, ce qui est bien avec la justice, c'est que, oui, là, une question d'argent, là, il faut que tu pisses, mais c'est pas une question de muscle, c'est pas une question de force, une question d'argument. Tu sais, si tu as des bons arguments, peu importe la force de la brute, entre guillemets, de la partie adverse, qui sont 12 000 avocats, si tu as la loi derrière toi, le juge n'a pas le choix de trancher à ta faveur. Donc, c'est pour des petits comme nous, ça nous permet de gagner des points contre des institutions ou des personnes qui seraient... autrement inatteignable. Par exemple, dans le cas du jugement, je ne sais pas si on va en parler, là, l'article 5 sur la loi sur la laïcité, mais on a gagné contre le Conseil de la magistrature du Québec, qui est censé détenir une expertise juridique assez sensationnelle. Fait que, ça démontre la capacité, le potentiel, finalement, de Droit collectif Québec. Alors, prochaine question. Quels sont les défis actuels liés au droit collectif du peuple québécois qui retiennent particulièrement votre attention? Il y a... c'est drôle. On vient de terminer une réflexion stratégique là, au cours des dernières semaines de mars, puis on se posait justement la question, c'est quoi les droits collectifs? T'sais? En fait, il y en a un fondamental. C'est le droit à l'autodétermination des peuples. En fait, c'est à peu près le seul droit collectif, et de ce droit collectif se déclinent toutes sortes de sous-droits, par exemple, comme celui d'adopter des lois pour nous gouverner. Donc, du principe du droit à l'autodétermination du peuple québécois, celui-ci peut adopter une législation visant à favoriser sa langue minoritaire, par exemple la langue française, ou encore à adopter une approche tout à fait différente en matière de vivre ensemble. Par exemple, nous, on pense que les religions n'ont pas d'affaire à avoir un impact sur le cours des choses publiques. Pas question d'interdire les gens d'avoir une religion, de porter leurs signes religieux où ils veulent en public, mais dans certains espaces citoyens, où on fait, c'est pas juste du public, mais on éduque les gens à être des citoyens, comme à l'école ou devant les tribunaux, etc. Là, on juge nécessaire que les religions soient mises de côté pour une prestation de service tout à fait neutre à ce niveau-là, qui n'est pas impactée par des dogmes qui n'ont rien à voir avec la science et autres. Donc, ça, c'est une conception du savoir-vivre. Donc, tout part de l'autodétermination. Puis comment ça se détermine? Là, je parlais tantôt de l'audition sur le renouvellement du projet de loi 52. La clause de souveraineté parlementaire est une belle façon pour le Québec d'affirmer
ou d'articuler son droit à l'autodétermination. Il y a évidemment l'ensemble des droits linguistiques qui vont faire l'objet d'un large débat judiciaire avec la clause Ortona, English School, Montreal. Évidemment, la liberté de conscience, par exemple, avec tout le procès fait à l'heure actuelle au Conseil de la magistrature pour l'adoption de règles de déontologie assurant des tribunaux entièrement laïques, ou encore des droits politiques, là, alors qu'on s'intéresse à la loi électorale, et l'importance pour un électeur ou une électrice d'avoir une représentation effective. T'sais. On ne peut pas juste comme déterminer des circonscriptions en fonction du nombre d'électeurs. Il faut bien sûr rechercher à faire en sorte que peu importe où tu te trouves au pays, ton vote ait à peu près le même poids, mais tu ne peux pas penser que mathématiquement cette chose, alors que la démocratie en est une, par exemple, aussi d'occupation du territoire, par exemple. Est-ce que, selon vous, le seul moyen pour que le Québec puisse s'autodéterminer serait de passer par l'écriture dans la Constitution québécoise? En fait, oui et non. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, on a la capacité de s'autodéterminer politiquement en insérant une clause qui faisait partie du deal politique, du pacte politique canadien, soit la clause de souveraineté parlementaire, qui n'était même pas réclamée par le Québec. Hein. En passant, là, c'est pas le Québec qui l'a imposé. De toute façon, il n'a jamais signé la Constitution. Ça a été demandé par d'autres provinces. Et évidemment, cette clause-là permet, pour certaines choses, hein, pas pour tout, de faire en sorte que les tribunaux ne puissent se pencher sur la constitutionnalité. Donc, par exemple, en matière de laïcité, en matière de langue, par exemple. Des trucs qu'on pourrait lier à ce qu'on pourrait vaguement appeler l'identité québécoise. Par contre, bon, cette loi-là, cette possibilité-là, elle est jamais temporaire. Elle n'est que temporaire. Il faut qu'elle soit renouvelée à chaque 5 ans. Il peut y avoir des changements de gouvernement qui n'ont pas la même vision du social, etc. Donc, ça reste toujours temporaire, ce truc de la clause nonobstant. Évidemment, on pourrait adopter une constitution, mais on n'aurait pas besoin d'être un pays pour le faire. Les 50 États états-uniens ont leur propre constitution, en plus de la Constitution fédérale, tout ça. Donc, oui, le Québec pourrait adopter une constitution, mais tant qu'il n'est pas un pays en propre, et qu'est-ce que l'indépendance, sinon que de prélever tous ses impôts, de voter l'ensemble de ses lois, puis de signer les traités internationaux, c'est pas plus que ça, c'est pas moins que ça, mais c'est pas... ben, on ne pourra jamais entièrement s'autodéterminer, et même là, même comme pays indépendant, on a à gérer des traités internationaux qui font en sorte que les États ne peuvent pas faire tout ce qu'elles veulent, notamment en matière de droit commercial. Donc, tu sais, et d'économie. Donc, oui, l'autodétermination, on peut le faire jusqu'à un certain point à l'intérieur même des structures politiques québécoises et canadiennes. La vraie autodétermination ne sera jamais autre chose que l'indépendance politique du Québec. Et même là, reste que on est dans un système international, tu sais, fait que on va être géré par les mêmes patentes. Mais on aurait quand même plus de levier pour protéger cette nation minoritaire francophone que nous sommes. Oui, donc, selon vous, une constitution québécoise à proprement dit, la Constitution du Québec, le document écrit clairement. C'est nécessaire, dans le fond, pour avoir l'autodétermination qui est totale, que je dirais, ben, tu sais, totale du pays, on serait capable de le faire même. Ouais. On est capable de le faire sans. Tu sais, je veux dire, est-ce que ça nous rapprocherait d'un pays d'avoir une constitution de Québec-province? Bien, peut-être, parce que là, actuellement, on n'a pas de constitution, ou plutôt, on a des textes constitutionnels un peu éparpillés. La Charte de la langue française en est un. On a des textes supralégislatifs, bon, machin, mais, tu sais, je veux dire, tout réuni là, de manière lisible, compréhensible au sein d'un texte. Là, bon, non, on n'a pas ça. Puis on peut l'adopter à l'heure actuelle. Maintenant, c'est pas... est-ce que reste que toute constitution qu'elle pourrait être, ce texte-là devrait être assujetti à l'état de droit tel qu'il est défini à l'intérieur du Canada même. Là, donc, encore là, il serait limité en termes de portée comme d'atteinte, là, comme on élève le niveau d'autodétermination de la nation québécoise. Oui, on l'a augmenté avec une constitution qui est province, mais il y aura encore un bout de chemin à faire. Ouais. On va dire ça comme ça. Et parlant de l'autodétermination, le rapatriement de la Constitution de 1982, selon vous,
ça constitue une forme de coup d'État démocratique. Ouais. On peut voir sur votre site Internet. Et dans le fond, j'aimerais ça que vous nous expliquiez en quoi les droits collectifs des Québécois ont été bafoués. Ouais. Ben c'est évidemment, c'est pas une thèse très populaire au Québec ou au Canada, voire même on a même subi la défaite à 2 reprises, hein, en première instance. Puis là, on vient de se voir refuser la permission d'en appeler, puisque le jugement de la première instance avait même fait état d'un abus de procédure. Puis tout ça, puis là, quand tu es un abus de procédure, il faut que tu demandes la permission d'appeler. C'est pas automatique. En tout cas, c'est compliqué. 2 jugements qu'on a perdus. En fait, notre thèse, elle reposait sur 3 piliers. D'abord, si on veut, l'argument Bastien, Frédéric Bastien, de son prénom, historien, qui est décédé aujourd'hui, malheureusement, pas à son âme, a écrit un livre, ça s'appelle « La bataille de Londres », qui démontre, document à l'appui, notamment, là, c'est des câbles diplomatiques provenant de l'ambassadeur de Grande-Bretagne au Canada, qui a eu collusion entre la Cour suprême et le politique. Alors que la Cour suprême entendait une cause portée par le fédéral, c'est est-ce que je peux rapatrier la Constitution? Puis si c'est le cas, en fonction de quels critères? Et notamment, est-ce que le Québec a un droit de veto? T'sais, ça, c'est le fameux renvoi sur le rapatriement de la Constitution. Alors, la Cour suprême entend cette cause-là et en même temps, discute directement avec le politique de ce qui se passe. Puis là, le politique il demande des nouvelles de la Cour. Puis il leur envoie, ça va-tu bien? Puis ça va pas bien. Il va falloir que je leur shake their heads. Il allait être obligé de les brasser. Là. Ça, c'est l'ambassadeur de la Grande-Bretagne qui dit ça après avoir parlé au juge en chef de la Cour suprême. Donc, collusion du politique et du juridique, alors que le juridique entendait une cause portée par ce même politique-là. Problème fondamental de gestion des institutions. Le deuxième argument, c'est l'argument lié au droit international, l'argument Daniel Turp, le droit à l'autodétermination des peuples, en rapatriant la Constitution canadienne sans l'accord du Québec, qui est quand même une partie intégrante du deal premier, 1867. Le Canada a porté atteinte au droit à l'autodétermination de la nation québécoise. Et enfin, le dernier argument en est un historique. C'est basé sur les débats qui ont eu lieu là, dans le cadre de l'ensemble de la construction de l'État canadien, l'acquisition du statut de Westminster en 1931, puis le fait qu'au final, ça serait tout à fait légal qu'une partie constituante de l'État canadien, donc une province comme le Québec, puisse tout à fait décider que les lois adoptées par le Canada ne lui conviennent pas s'il n'y a pas donné son accord plein et entier. C'est une doctrine qui est partagée aussi dans nos cours de droit. Exactement. Donc, c'est sur ces 3 piliers-là que, selon nous, reposait une question légitime sur le rapatriement de la Constitution. On a perdu. On va en appeler à la Cour suprême qui va nous débouter et on va se donner rendez-vous à Genève. Parce que notre volonté est de porter cette cause devant le comité des droits de l'homme de l'ONU, tout simplement. C'est quand même... on a du plaisir. Ouais. Sérieusement, vous n'avez pas idée. C'est des procédures assez complexes. Oui, longues, tout à fait, mais ça va. On a du temps devant nous. On est jeunes. Au niveau de la laïcité de l'État que vous avez mentionné, le Québec a adopté la loi 21. Ouais. Et elle a déjà fait couler beaucoup d'encre et a été contestée devant les tribunaux. La Cour d'appel vient récemment, il y a quelques mois, vient récemment confirmer la validité de cette loi. Selon vous, comment cette loi contribue à nous distinguer des autres provinces? La laïcité d'État est-elle un élément déterminant de la quête de l'autonomie juridique du Québec, selon vous? La réponse est clairement oui à cette question-là. Okay? C'est-à-dire que l'approche québécoise en matière de vivre ensemble, et notamment le fait que dans les espaces citoyens, les religions n'avaient pas de mots à dire sur cette question-là ou ne devaient pas interférer dans le cours des choses, c'est évidemment proprement québécois, inspiré de la laïcité à la française, qui elle-même est un peu unique et va même plus loin. Là. Nous, on a interdit le port de signes religieux chez les personnes en situation d'autorité, par exemple les enseignants, les enseignantes. Mais il faut savoir qu'en France, sur le campus même les étudiants et les étudiantes n'ont pas le droit de porter de tels signes religieux. Là. Donc, on a élargi l'espace de citoyenneté dont je vous parlais, qui n'est pas l'espace public. Hein. Un espace citoyen est nécessairement public, mais tous les espaces
espaces publics ne sont pas citoyens. Un parc n'est pas un espace citoyen proprement parlé. T'sais, bien qu'on essaye que les gens se comportent comme du monde là, dans les parcs, là, vous comprenez ce que je veux dire. Donc, clairement, c'est une approche qui diffère de celle canadienne. La plupart des pays inspirés, dont les institutions sont inspirées de type britannique, on regarde aux États-Unis, quand même, la plupart des politiciennes terminent leur discours par God bless America. Donc, la religion a beaucoup d'importance, notamment celle protestante, là, dans leur... Puis, bon, mais tous les pays ne parlent pas, donc on peuvent avoir leur propre conception. Lorsque je dis, la réponse est clairement oui, mais au niveau de la nation canadienne, là, c'est autre chose. C'est-à-dire qu'il y a le discours des élites, puis il y a ce qu'en pensent les gens. Puis ce qu'en pensent les gens, là, oui, il y a des différences entre le Québec et le Canada, mais pas fondamentales. C'est-à-dire que, par exemple, la loi sur la laïcité, je pense, désormais récolte une majorité d'appui, même dans le reste du Canada, au sein de la population. Donc, il y a le discours des élites, puis il y a aussi ce qu'en pense la population. Puis au Canada, il y a en fait, c'est toujours deux, là, puis il y a toujours plein de nuances à apporter dans une situation démocratique comme la nôtre. Mon espoir, c'est que, à l'instar de plein d'avancées qu'a apporté le Québec, des avancées sociétales. Je pense par exemple à des mesures pour favoriser l'égalité des sexes, la création des CPE qui a permis aux femmes d'aller travailler, de gagner dûment leur vie, la création de l'aide médicale à mourir qui a été pensée d'abord et avant tout au Québec. Plein d'initiatives prises d'abord et avant tout par le Québec comme avant-garde, des politiques progressistes, ont fini par percoler dans le reste du Canada. On le voit avec l'assurance médicaments, bon machin. Bien, moi, ce que j'espère, c'est que le Canada réalise à quel point cette politique, elle est progressiste, qu'elle est là pour favoriser l'égalité des citoyens et des citoyennes, et que c'est tout à fait une politique publique des plus légitimes à mettre de l'avant. Donc, selon vous, la loi 21, c'est pas une loi qui est complètement démesurée et selon vous, ça serait vraiment pertinent que le reste du monde, dans le fond, utilise cette loi? Bien, clairement, tu sais, moi, à nouveau, là, les gens peuvent croire ce qu'ils veulent, là, mais ça leur appartient à eux. Là. Leur croyance personnelle ne doit pas interférer dans la définition des politiques publiques puis dans les espaces citoyens. Là. Pour moi, c'est clair. D'autant plus que la très grande majorité des religions, et je pense surtout celles monothéistes, sont clairement machistes. Là. C'est-à-dire qu'elles ne sont pas là pour favoriser l'égalité entre les sexes. Là, donc, sont éminemment discriminatoires. Moi, je ne vois pas en quoi on devrait s'inspirer des religions qui sont un système de pensée qui mène à plusieurs discriminations. Là, puis on peut aller loin, là, des discriminations sexuelles au niveau de l'orientation, au niveau du sexe. Écoutez, c'est comme l'enfer. Puis bon, alors, moi, je trouve qu'il y a là une problématique. Là. Mais c'était quoi dans votre question au début? C'était sur, dans le fond, la validité de la loi, selon vous, c'est pas complètement démesuré. Ah non, puis l'autre affaire, tu sais, par exemple, moi, je suis un enseignant. Je vais enseigner, tu sais, je suis un enseignant, puis dans mes cours, là, on parle de politique. Tu sais, je suis conscient que je peux pas mettre un macaron qui dit « Vive le Québec libre », par exemple. Donc, c'est une contrainte liée à l'exercice d'un métier que j'aime. Pourquoi en serait-il autrement de la liberté de religion? Pourquoi le Canada a choisi de magnifier la liberté de religion au détriment d'autres libertés, la liberté de conscience, par exemple? Alors, il y a eu comme une hiérarchisation des libertés qui, à mes yeux... En tout cas, moi, je suis en désaccord avec cette hiérarchisation-là. Les gens peuvent penser ce qu'ils veulent. À nouveau, ils n'ont pas à faire de prosélytisme, surtout dans le cadre de l'exercice de leur fonction. Et justement, en parlant de hiérarchisation, la ministre des Affaires étrangères, Mélanie Joly, au fédéral, a indiqué que le gouvernement fédéral porterait la cause devant la Cour suprême. Je cite mot pour mot, va la porter devant la Cour suprême. Comment est-ce que vous justifiez cette intervention? D'abord, je me demande comment qu'elle va s'y prendre, parce qu'ils ne sont pas partie prenante de la cause. Puis, ils doivent avoir un mécanisme, là, ils font ce qu'ils veulent. Mais c'est ça que j'ai compris un peu aussi, dans le fond, des objectifs de Droit collectif Québec, c'est de limiter cette intervention-là du fédéral sur des causes qui, dans le fond, concernent le Québec. Puis,
qu'est-ce que vous en pensez? Votre question, c'est pourquoi justifier ça? D'abord, écoutez, c'est une évidence. Là, la laïcité remet en question le dogme canadien au niveau du multiculturalisme, du vivre ensemble. C'est presque une atteinte à l'intégrité territoriale, là, mais c'est au niveau de l'organisation du vivre ensemble. Donc, c'est fondamental là, pour le Canada. C'est donc pas anormal qu'il désire intervenir, d'autant plus que ça fait longtemps que le Canada a renoncé à l'idée de faire évoluer ses structures politiques. Hein. La Constitution, elle a été votée en 1867, rapatriée en 1982 en insérant la Charte des droits et libertés de la personne, juste ce que le Québec avait fait quand même plusieurs années avant, en passant. Comment dire, depuis, c'est à peu près impossible de modifier la Constitution. Et demain matin, le gouvernement fédéral veut ouvrir la Constitution, par exemple, pour éliminer la clause dérogatoire. Bien, écoutez, les Premières Nations, ils l'attendent de pied ferme en disant, ben oui, nous, on va ouvrir, mais voilà nos demandes, nos revendications historiques. Le Québec ne va pas rester de côté, puis lui aussi va avoir ses demandes. Et évidemment, devant cette boîte de Pandore, le gouvernement fédéral dit « jamais j'ouvre ça ». Alors, la seule voie qui lui reste pour juguler ou pour voir l'État fédéral s'adapter à l'évolution sociopolitique, sociodémographique du Canada depuis l'adoption de ces textes constitutionnels, ben, c'est le judiciaire. T'sais, donc, bon, ça tombe pas trop mal, hein? C'est lui qui nomme les juges. Fait que, il va juste demander à des gens qu'il a lui-même nommés qu'est-ce qu'il en pense de ça. Pour faire une parenthèse là-dessus, le ministre de la Justice au fédéral est aussi du même avis. Ben oui, tu sais. Alors, donc, ça ne nous surprend pas. Ça ne nous surprend pas étant donné l'importance qu'a la laïcité ou ce que représente la laïcité en matière de remise en question des dogmes canadiens. Ce n'est que la conséquence de l'incapacité du Canada à revoir, à jaser politique, à jaser constitution. On peut-tu se parler? Impossible. Et écoutez, tant mieux. Ce que ça va faire, c'est justifier, nous, l'intervention de Droit collectif Québec, alors que, notamment, on veut s'inscrire comme intervenant supplémentaire, en plus de PDF Québec, puis le mouvement laïque et le procureur général du Québec, pour défendre particulièrement la clause dérogatoire. Parce qu'on pense là qu'il y a un enjeu fondamental. Elle fait partie c'est un des éléments sacrés du deal politique canadien. C'est comme je ne sais pas l'expression anglophone, là, mais c'est un deal breaker. D'autre ça, il n'y en a plus de mariage. C'est tout. Là, fait que, pour nous, on pense que c'est fondamental. Puis on va aussi tenter d'intervenir en Cour suprême sur cette question-là. Maintenant, on va parler de la ville de Toronto, qui a subventionné différents organismes. On les aime. Oui. Comment il s'appelle? Salut, John! Salut, John Tory! Dans le fond, c'est un peu sur le même dans le fond, c'est sur la même... ça va être un peu la même question. Là. Comment est-ce qu'on peut justifier ces interventions-là de la Ville de Toronto qui ont subventionné des organismes qui étaient à l'origine de la contestation judiciaire de la loi 21? Il y a 10 autres municipalités qui ont fait ça dans le reste du Canada. Et comment justifier ça? Et ça va être quoi vos démarches que vous allez faire auprès de ces autres villes-là? Ouais. Est-ce que vous avez avancé dans ces démarches-là? Oui. C'est intéressant comme question. Pourquoi ces gens-là se permettent d'intervenir? Ouais. Ils se le permettent parce que, d'abord... En gros, c'est vraiment ça. Pourquoi ils se permettent? Ouais, d'abord, parce qu'il y avait très peu de chances que quelqu'un le leur reproche. Tu sais, un voleur qui vole sans jamais se faire arrêter, lui, il a des bonbons gratuits. Tu sais, là, je veux dire, il y a un avantage à commettre un crime, entre guillemets, tu sais, si t'en paies jamais le prix. Tu sais, s'il n'y a jamais personne qui va dire « Hey, toi, chose, t'arrêtes, ou sinon je te traîne en prison. » ou tu as une amende, ou des choses comme ça. Donc, un crime, la personne qui le commet pense que, de toute façon, elle peut le faire puisque jamais, elle ne sera jamais punie pour ça, jamais personne va la contraindre à quoi que ce soit, se permet de le faire. Et je pense que les villes, Toronto, à prime abord, les 10 autres villes se sont permis de le faire parce que probablement qu'il y avait des avis juridiques, là. Comme quoi, c'était pas clair qu'il y avait le droit. Là, je veux dire, peut-être que c'était pas clair qu'il n'y avait pas le droit, mais c'était pas clair qu'il y avait le droit. T'sais. Ils ont décidé de le faire pareil, à mes yeux, parce qu'ils disaient qu'il n'y avait pas de danger d'être pris la main dans le sac, si je peux dire. Et l'autre chose, c'est que ça leur faisait une belle jambe.
en vue d'élections. Je me souviens plus, là, je pense que ça s'est fait quelque part comme en 2020, 2021, un truc de même. Comme par hasard, il y avait des élections, Patrick Brown de Brampton visait l'éventuel... C'était la ville de Brampton. Oui, c'est lui qui avait parti ça, puis Toronto a embarqué. On n'a pas trouvé de citoyen pour poursuivre la ville à Brampton parce qu'il fallait un intérêt à agir. Puis là, on avait trouvé un citoyen à Brampton à Toronto pour agir, mais bon, pas à Brampton. Et puis lui, avait des ambitions politiques. Fait que, évidemment, là, se faire une belle jambe là, en versant dans du Québec bashing, là, complètement, déluré, là, ça passe toujours très bien au Canada. On l'a vu d'ailleurs dans le cadre de la dernière campagne électorale. Là. Traiter le chef du Bloc québécois de raciste parce que le Québec s'est doté d'une loi sur la laïcité. Il faut quand même le faire. Là. Je veux dire, honnêtement, je ne pensais pas que la religion, c'était une question de race. Je pensais que c'était une question de conviction personnelle. Je veux dire... race, ta couleur de peau, des choses comme ça, peut-être. T'sais. Ta religion, raciale, c'est une pensée aussi spécial. Du reste du Canada. On dirait qu'il y a peut-être une pensée du fait que la loi sur la laïcité, ça impliquait pas le christianisme. C'est comme on a le droit le christianisme, c'est juste les autres religions. Ben oui, mais non. On dirait qu'ils pensent que, au lieu d'être... Moi, dans le fond, je le vois plus comme inclusif que xénophobe. Ben clairement, c'est justement, c'est pour faire en sorte que tout le monde est égal, peu importe leur croyance religieuse. C'est tout. Puis s'il y a des religions plus impactées que d'autres, c'est simple, c'est parce que ces religions-là ont davantage la volonté d'occuper une partie de l'espace public que d'autres. C'est drôle, on n'entend jamais les bouddhistes se plaindre, on n'entend jamais les taoïstes se plaindre. Pourquoi? Parce que ce n'est pas des religions qui ont la volonté, l'ambition d'avoir un impact sur l'organisation du vivre ensemble, ce que d'autres religions ont. Alors, c'est pas anormal que certaines religions soient plus touchées que d'autres, c'est que fondamentalement, elles ont la volonté d'intervenir dans la chose publique. Puis là, on sait que le jugement de Chalmers confirme l'illégalité. Ah oui, on revient à Toronto. Oui, on le sait qu'ils ont confirmé l'illégalité. Fait que non seulement vous avez contesté ça, mais le jugement de Chalmers est venu confirmer. Ils ont renoncé à leur droit d'appel. C'est désormais, c'est la jurisprudence, c'est fait. Ouais. Pour ce qui est des 10 autres villes, notre enjeu, c'est parce que ça concerne 4 provinces. Fait que là, il faut étudier les lois d'accès à l'information pour l'ensemble des provinces concernées, adapter nos demandes d'accès à l'information en fonction de les différences qu'on retrouve dans chaque loi, interpeller les municipalités. Et lorsqu'on aura l'information, parce que là, nous, on a vu ça dans des journaux, là, que telle ville avait donné tant, mais tu sais, qu'en est-il pour de vrai? Parce qu'à nouveau, les gens, tout ce qu'ils voulaient faire, c'est se faire une belle jambe. T'sais, un coup de buzz médiatique passé, est-ce qu'ils ont vraiment signé le chèque? On ne sait pas, on va le demander. S'ils l'ont fait, on va leur rappeler la loi. Puis s'ils veulent rien savoir de la loi, on va étudier nos différents recours. Toujours, du coup, sur l'autonomie juridique du droit civil, vous, en tant que directeur général de l'Organisme des droits collectifs au Québec, comment votre organisme aborde-t-il les défis liés à la préservation de l'autonomie et la primauté du droit civil québécois, notamment face à la réticence des tribunaux à reconnaître cette autonomie par rapport au droit commun? C'est une excellente question. J'ai pas l'expertise pour vraiment élaborer énormément là-dessus. Ce que je dirais, c'est qu'effectivement, depuis l'Acte de Québec, les relations entre les individus relèvent du Code Napoléon, donc du Code civil québécois, inspiré du droit français. Donc, en théorie, ça, c'est comme clair. Là. Le droit civil relève du Québec. En pratique, c'est évidemment pas du tout la même chose. C'est-à-dire que l'influence de la common law et toute la jurisprudence qui a été élaborée suite à l'intégration de la Charte des droits et libertés de la personne du Canada dans la Constitution a fait en sorte que le Québec ne peut plus faire ce qu'il veut, par exemple au niveau des libertés fondamentales dans la sphère privée. On le voit bien, là, gérer la question de la religion sur la place publique, semble-t-il que, bon, tu sais, et l'ensemble du droit contractuel.
Alors, qui touche le droit entre les individus, entre les entreprises et tout ça. Donc, oui, le droit civil, est-ce que on est, comment dire, c'est important de le maintenir, la question est oui. En théorie, on n'aurait pas à se battre pour, mais en pratique, malheureusement, la construction de l'État canadien fait en sorte que cette espèce d'arborescence vivante qu'est la loi canadienne, où on donne aux juges le pouvoir de réécrire les lois, ben, nécessairement, elle est remise en question à chaque fois qu'ils en ont l'occasion. Donc, de structurer à nouveau, parce que, tu sais, Droit collectif Québec, les gens pourraient dire, ouais, mais là, tu sais, le procureur général du Québec, là, qui est là pour défendre nos lois, c'est vrai. C'est vrai, le procureur général du Québec est là pour ça. Quand il s'appelle Henri Brun, fondateur du ministère de la Justice moderne au Québec, vos lois sont bien défendues. Il n'y a aucun problème. Mais quand votre procureur général est nommé par d'autres premiers ministres que je nommerai pas, mais qui, je suis sûr que pour nos auditeurs, auditrices, il y a des noms qui viennent rapidement en tête, ben oui, nos lois québécoises pourraient être moins bien défendues par l'État québécois. Et toute la question de la contestation de la loi 99, qui était une réplique à la loi sur la clarté dans les années 90 et qui fondait en droit la nation québécoise, en est un bel exemple, alors que le procureur général du Québec la défendait en disant vous n'avez pas besoin de l'invalider, elle veut rien dire. Et tu as la SLJB de Montréal qui, comme partie intervenante, amicus curiae, ami de la Cour, disait non, cette loi-là, elle est effective, valide, puis vous n'avez pas le droit en fonction de tels arguments. T'sais, donc, il y avait une défense vraiment beaucoup plus portée sur l'attaque plutôt que de juste dire non, elle veut rien dire, vous n'avez pas besoin de l'invalider. Une bonne différence dans le niveau de défense, l'énergie que mettait le procureur général versus une autre partie. Donc, c'est plus une question d'intérêt. Puis c'est une des raisons pourquoi Droit collectif Québec existe. C'est pour vraiment défendre les intérêts, peu importe c'est quel gouvernement qui est élu, peu importe c'est quel procureur. Défendre, j'irais moins des valeurs, des intérêts que des valeurs. Que faire en sorte que les lois québécoises soient toujours défendues en fonction de certaines valeurs, d'une certaine conception du vivre ensemble. Alors que les gouvernements qui se succèdent à Québec n'ont pas tous la même conception du vivre ensemble. Donc, il peut y avoir des différences. Droit collectif Québec vise à pérenniser cette capacité de défense de la différence québécoise, tant au niveau politique qu'au niveau judiciaire. Là, pour terminer notre podcast, notre balado, on va parler un peu de la langue française. Ouais. Léa, veux-tu y aller? C'est la française qui va parler de la langue française. Ben oui, c'est super. Vous avez remis en question la nomination de la gouverneure générale du Canada, laquelle ne maîtrisait pas la langue française. Effectivement. Par ailleurs, on entend souvent que le français est en déclin au Québec au profit de la langue anglaise. Plus universelle et sans frontières, pourquoi devrait-on s'en inquiéter? Ben, je vous dirais, premièrement, là, on peut ne pas croire en la science. Tout le monde a le droit. Je veux dire, tu peux penser que la Terre a été créée il y a 4000 ans. Ça t'arrête là. Mais la science dit que le français va très mal. Tous les indicateurs basés sur les différents processus de recensement, tels Statistique Canada, ou les enquêtes menées par l'Office québécois de la langue française dans le monde du travail ou autre, il n'y en a pas un qui est ouvert. Cherchez pas, là, il n'y en a pas un. Donc, et c'est des tendances qui sont lourdes. C'est des tendances qu'on a confirmées en 2021, mais qu'on voyait déjà en 2016, qu'on voyait déjà en 2011. Fait que c'est pas comme, on se réveille aujourd'hui. Là. Tout ce qu'on voit, c'est la cristallisation d'une tendance qui a cours depuis au moins 25 à 30 ans. T'sais. Est-ce qu'il y a lieu de s'en inquiéter? Plus que jamais. Je dirais même plus que dans les... Parce que la nation francophone d'Amérique, qu'est la nation québécoise, son existence a toujours été remise en question. Dans les années 1800, on parlait de la fatigue culturelle du Canada français. On avait été conquis par les armes, ou du moins reconquis par les armes en 1837-38. Je veux dire, on a toujours été une nation minoritaire dont l'existence n'a jamais été garantie grâce à toutes sortes de stratégies, dont celui des berceaux. On a fait beaucoup d'enfants à un certain moment de notre histoire, mais toutes sortes aussi d'autres au niveau d'un certain consensus politique sur la façon de s'organiser. On a réussi à se perpétuer jusqu'à présent.
Aujourd'hui, évidemment, le monde change. Les technologies de l'information font en sorte qu'il y a une pression culturelle qu'on vit bien sûr au Québec, mais qui est vécue à travers le monde par l'ensemble des cultures qui ne sont pas la culture anglophone. D'abord et avant tout portée par les États-Unis, mais qui a des caisses de résonance extrêmement puissantes en Grande-Bretagne, en Australie, et même en Europe. Il n'y a plus un pays anglophone en Europe. L'anglais reste la langue officielle de la communauté européenne, ou du moins comme de fait. Alors, il faut s'en inquiéter plus que jamais, étant donné l'évolution des technologies, étant donné aussi la pression que l'on subit culturellement. Les contenus francophones sont de moins en moins disponibles pour la jeunesse, entre autres. Évidemment, on ne s'informe plus qu'à travers le seul petit écran. Donc, il y a des contenus qui nous viennent de partout, accessibles de partout. Et aussi, un autre élément que je veux souligner, c'est un peu le renoncement de la mère patrie à s'assurer d'un rayonnement de la langue française. Je veux dire, la langue française, là, c'est une des grandes langues de la diplomatie. C'est une langue officielle des Jeux olympiques. Pourquoi? Parce que c'est un Français qui les a remis sur pied, Pierre de Coubertin. Je veux dire, c'est une langue qui va à nouveau bientôt compter le plus de locuteurs et de locutrices là, au tournant du siècle, grâce notamment à la démographie africaine. C'est une grande langue et la mère patrie, on la sent se trouver cool en utilisant l'anglais. Donc, la France, à quelque part, à mes yeux, abandonne ses responsabilités comme phare, comme porte-étendard de la culture francophone à travers le monde. Elle se fait tranquillement la Startup Nation, puis Only Leon, puis machin. Et c'est un enjeu pour le Québec. Alors que, évidemment, l'importance d'un allié tel que la France pour sauver ou pour entretenir, s'assurer du développement et de la survie de cette nation francophone d'Amérique que nous sommes est incontournable. Moi qui ai un regard un peu plus politique sur le sujet, j'aimerais bien vous poser la question, est-ce que vous pensez que l'immigration influence le déclin du français au Québec, par exemple? Ça a un impact, là. Je veux dire, on ne peut pas penser que la démographie d'une population n'a aucun impact sur comment le vivre ensemble à nouveau s'organise, comment les gens communiquent entre eux, tout ça. Est-ce que c'est à cause des immigrants et des immigrantes que le français décline au Québec? La réponse est non. Je veux dire, c'est pas là où il faut agir, d'abord. Bien sûr, si on avait l'ensemble des pouvoirs en immigration, on pourrait s'assurer de maximiser l'immigration francophone pour ne serait-ce que faciliter à ces gens qui viennent de très loin à travers le monde pour s'installer chez nous. Lorsque vous parlez de la langue du pays dans lequel vous avez décidé de faire votre vie, écoutez, vous n'êtes pas québécoise du jour au lendemain, mais vous avez des clés supplémentaires pour rencontrer cette autre culture, aller trouver un travail plus aisément, etc. Donc, et une immigration, de miser sur la francophonie d'une immigration, je pense que c'est logique, c'est bon pour la nation d'accueil, c'est bon pour les gens qui viennent s'installer. On ne peut pas se limiter à ça non plus. Mais surtout, on ne sauvera pas le français juste en disant, par exemple, en coupant l'immigration, même en adoptant seulement les lois. Pour moi, l'avenir de la langue, elle se trouve d'abord avant tout dans l'amour qu'ont les locuteurs et les locutrices francophones envers ce trésor culturel qu'est la langue française. Je mettrai un peu, je ferai un parallèle avec la carotte et le bâton. Bien sûr, une langue minoritaire comme comme le français au Québec a besoin d'un cadre législatif. Là. On ne peut pas laisser ça à la force du marché, comme au niveau économique. Là. Il faut intervenir en matière de radiodiffusion, produits culturels, affichage, exemplarité de l'État, etc. Donc, ça prend un règlement, ça prend des lois. Par contre, ça prend la carotte. Je veux dire, lorsque tu aimes quelque chose, tu n'as pas besoin d'une loi pour t'obliger à en prendre soin.
T'sais. Donc, et la carotte, par exemple, la Société nationale de l'Estrie, depuis maintenant 3 ans, bientôt 4, tient un événement, ça s'appelle l'Estrie sans slam pour le français, où, à travers le slam, qui est la poésie déstructurée et tout ça, on essaie de faire redécouvrir aux jeunes la beauté de la langue. Souvent, on dit, mettons, ça se dit tellement mieux en anglais tel mot, genre mood. Un mood, tu sais, ça se dit pas vraiment en français, puis tu sais, comme, c'est cool, tu sais, c'est bien mieux que c'est agréable, tu sais, il me semble cool, c'est comme bien plus cool. On l'a même dit dans l'entrevue. Exactement, tu sais, donc, et il y a comme cette idée où, finalement, le français suffit pas pour décrire la réalité à laquelle on fait face, pour s'exprimer, pour décrire le monde. C'est complètement fou. C'est une langue qui est riche, elle a des mots pour décrire une flatulence, là, en veux-tu, il y en a plusieurs, tu sais, qui décrivent chaque situation, là, même... Et là, on décline ça, tu sais, je sais pas, moi, n'importe quoi, une terre, là, décrire le sol, là, il y a combien de mots pour décrire ça? Là? Il y en a beaucoup. Tu sais, donc, la langue française, elle est riche et je pense qu'on va la sauver. On va lui permettre non seulement de la sauver, mais de la développer. Si les locuteurs et les locutrices réalisent la richesse du trésor ou l'importance du trésor qu'ils ont dans leurs mains, et donc, à quelque part, qu'ils disent, moi, je l'aime, cette langue-là, puis je vais la parler. Sans me fermer, évidemment, à la culture ou aux cultures venues de partout à travers le monde, mais que le français, comme n'importe quelle autre langue, fait partie de cette diversité culturelle mondiale. C'est comme complètement débile de penser qu'il faut parler anglais, puis que de vouloir préserver le français, on ne s'ouvre pas à la diversité. Hey, toi, chose! Non, protéger le français, c'est protéger une partie de la diversité culturelle de l'humanité. T'sais. Donc, c'est pas du tout être fermé à la diversité, au contraire. Là, je veux dire, si tout le monde parle la même langue, c'est sûr qu'on va en perdre des bouts, là. C'est sûr, là. Les animés japonais vont devenir rapidement plates. Ah ouais, là, exactement. Hein, mais aussi, pour faire du pouce sur la question de l'immigration, moi, dans le fond, mes grands-parents sont issus d'immigration italienne et belge, puis ça a fait en sorte que la langue française a été complètement perdue dans ma famille. Non. Donc, tous ceux qui pensent que l'immigration, dans le fond, c'est une attaque à la langue française, c'est pas... Je sais qu'il y a eu des scandales aussi avec un ancien ministre de la CAQ. Ou je pense qu'il était encore ministre de la CAQ, qui avait dit, dans le fond, que des immigrants à Montréal, ils parlaient pas français, puis quoi que ce soit. Puis là, finalement, on avait sorti des statistiques, puis on était comme, finalement... la majorité des immigrants, ils parlent français à Montréal. Oui. Maintenant, il y a des défis. Là. Écoutez, là, les classes de francisation, on avait, par exemple, à Saint-Jérôme, il y a quelques années, il y en avait 10, puis aujourd'hui, il y en a 43. Là. Donc, tu sais, il y a des besoins qui explosent en matière de francisation, notamment étant donné la hausse des seuils au niveau de l'immigration temporaire. Mais à nouveau, oui, ça joue, mais c'est pas ça. C'est pas le cœur du débat. Puis il faudrait surtout pas penser qu'on va régler la question de la langue française en guillemets, s'attaquant à l'immigration. Moi-même, je veux dire, j'ai marié une immigrante. Hein? Puis, tu sais, je veux dire, mes enfants ont toutes une double nationalité. Puis, ils parlent tout français. Puis, tu sais. Ouais. Et des fois aussi, c'est une question de à quelle génération tu es issu de l'immigration. Ben oui. Après 3 générations, là, c'est rare que des personnes ne parlent pas français. Là. Ben, on le souhaite, en tout cas. C'est un problème si c'est pas le cas. C'est un problème si c'est pas le cas. C'est vraiment pour ça. Ouais. J'ai une autre question un peu personnelle aussi sur le sujet. Comment il est possible de préserver la langue française tout en préservant la culture des peuples autochtones au Québec? Au Québec, c'est l'endroit où les Autochtones ont le mieux préservé leur langue. À peu près du simple au quadruple. Tu sais, genre 10-12% des Autochtones à l'extérieur du Québec parlent encore leur langue, alors qu'au Québec, c'est plus de l'ordre de 40%. Tu sais, roughly. Donc, autrement dit, la préservation, l'encadrement, la charte de la langue française n'a pas eu un impact négatif sur les nations autochtones. Au contraire. Et même, je vous dirais que ça permet au Québec de comprendre l'importance pour ces nations-là de préserver leur langue qui est minoritaire. Tu sais, ce que ne peuvent pas comprendre les Canadiens. Pourquoi? Parce qu'eux, ils parlent anglais, puis le monde entier veut leur parler en anglais. Et l'être humain étant par nature paresseux, ou paresseuse,
On n'aura pas besoin d'apprendre une deuxième langue. On ne se forcera pas pour apprendre une deuxième langue. De toute façon, tout le monde veut te parler dans ta langue. Donc, ils ne sont pas en mesure de comprendre ça. T'sais, nous, on l'est parce qu'on est une langue qui est en danger, qui doit faire l'objet d'une législation, tout comme de programmes visant à encourager, faire réaliser la beauté de cette langue-là à toutes sortes de clientèles. Puis, on a une expertise qui pourrait être utile aux nations autochtones en ce sens, et les résultats sont déjà là. Donc, vraiment, pour moi, c'est une évidence que la protection de la langue française va de pair, et de la culture qui est associée, va de pair avec la protection des langues et de la culture des nations autochtones. Très bien. On en a terminé pour les questions. Oui, j'ai pas d'autres questions. Est-ce que vous avez d'autres choses à rajouter ou quoi que ce soit? Ben, c'est une super belle initiative. J'aurais toutes sortes de choses à rajouter. Hein. Je peux parler, On pourrait parler pendant 3 heures. Oui, c'est ça. Mais je vous félicite d'avoir pris l'initiative de faire ce podcast-là, de vous intéresser à ces questions-là. T'sais. Et franchement, je sens qu'il y a une forme de décomplexion. On a beaucoup... Le discours, par exemple, sur la laïcité, sur la protection de la langue française, dans les dernières années, était beaucoup associé à un discours revanchard, de repli sur soi, tout ça. T'sais. Puis au fond, là, c'est juste une question d'éducation. Il faut l'expliquer, il faut normaliser ces lois, ces gestes-là, pour que les gens réalisent que, au contraire, ce n'est ni revanchard, ni repli sur soi, mais très, très, très progressiste et qui permet de s'ouvrir, d'accueillir la diversité en soi et non pas d'imposer. Parce que si chacun commence à imposer sa diversité à lui, là, on n'a pas fini. C'est justement sur quoi j'allais rebondir, c'est qu'en France, on a... La loi sur la laïcité, c'était quelque chose de progressiste à l'époque. Exactement, 1805, voilà. Regarde. Non, 1905. Oui, excusez-moi. Oui. Et du coup, oui, c'est intéressant de voir ici comment c'est perçu. Est-ce que c'est perçu comme quelque chose de progressiste ou conservateur, en fait, finalement? Ouais, ben moi, je juge que c'est extrêmement progressiste. Oui, dans le fond, la laïcité, faut savoir qu'avant la Révolution tranquille, le peuple québécois était plutôt assujetti à la religion catholique et à l'Église. Ça n'a pas pris de temps qu'on les a mis dehors, ces curés. Ça nous a fait du bien. En l'espace de quelques années, là, les églises se sont vidées, puis et on a repris le contrôle de l'éducation, du système de santé qui avant était géré par les ordres religieux, qui ont bien fait de leur travail jusqu'à date, là. Mais on parle de service public, c'est normal que c'est l'État qui s'en charge, etc. Mais cette laïcité n'avait pas été complétée. T'sais, par exemple, les commissions scolaires étaient toujours des commissions scolaires religieuses. Moi, j'allais à la commission scolaire catholique de Sherbrooke. Aujourd'hui, les commissions scolaires sont divisées plutôt sur la question linguistique, plutôt que religieuse. Alors, vraiment, et la laïcité, je dirais que comme la langue française, je ferai un parallèle. Évidemment, les parallèles, c'est toujours boiteux, mais je le ferai avec le féminisme et l'égalité entre les hommes et les femmes. C'est-à-dire que peu importe les grandes victoires du passé pour les femmes, l'égalité n'est pas chose faite. Aujourd'hui, encore, il y a des luttes, ne serait-ce que pour un salaire égal, un traitement égal, à emploi égal, etc., etc. Et donc, il faut continuer de militer. Ce ne sera jamais complété. C'est qui? C'est Simone de Beauvoir qui disait qu'à chaque changement de régime politique, à chaque crise économique, chaque crise sociale, les premiers droits, les premiers acquis qui étaient remis en question, c'était les acquis des femmes. Et donc, malheureusement, c'est quelque chose pour lequel il faut toujours lutter. La laïcité, la langue française, oui, on peut faire des acquis, mais il peut y avoir des reculs à travers l'histoire. Puis, il faut rester mobilisé, à l'affût et toujours conscient de la chance qu'on a de ces acquis, mais aussi de l'importance qu'ils ne sont pas toujours pérés. Qu'il faut des fois en prendre soin pour s'assurer qu'on les a encore, puis qu'on puisse les léguer aux générations qui vont nous suivre. Parfait. Bon, ben, c'est ce qui vient conclure notre épisode. Merci, Monsieur Boucher, pour votre participation et pour la générosité de vos réponses aujourd'hui. Nous sommes extrêmement reconnaissants. Merci à tous nos auditeurs. Pour obtenir plus d'informations sur ce balado, disponible sur YouTube, Spotify, CFAK, ou si vous désirez en savoir davantage sur le programme de droit et politique appliquée de l'État, ainsi que pour toute question relative au programme et aux modalités d'inscription, nous vous invitons chaleureusement à venir consulter notre page web. Merci à tous et au plaisir de vous recevoir au prochain épisode.